Bonjour Pierrick Orel. Bonjour. Est-ce que vous êtes confiant dans les déclarations du président de la République? Et j'allais dire, est-ce que vous êtes confiant après votre rencontre avec le Premier ministre ce vendredi matin? Alors, confiant, non, parce que le Mercosur est toujours d'actualité. Ce qu'on a obtenu hier, suite à la mobilisation bruxelloise, notamment la mobilisation des Français jeunes agriculteurs et FNSEA, c'est un report de la signature du Mercosur. Mais ce qui est déjà une victoire, parce qu'il y a quelques semaines, quelques jours encore, tout le monde nous donnait perdant, et la France et tout le monde pensait que le Mercosur allait être signé aujourd'hui. C'est pas le cas. On a obtenu un report. Et ce que dit le président de la République, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures, de clauses et de garanties que la France doit pousser pour retrouver un accord acceptable pour les agriculteurs. Est-ce que justement vous êtes confiant dans le fait que la France ait aujourd'hui les capacités, si elle est déterminée à le faire, de pouvoir obtenir gain de cause sur ces clauses? Nous, ce qu'on dit syndicalement pour les agriculteurs, et de manière très convaincue, c'est qu'aujourd'hui, un accord hyper déloyal serait très mal perçu. Et cet accord est hyper déloyal, parce qu'aujourd'hui, même si on arrive à avancer sur cette question des pesticides, ce que disait le président de la République, si on va avancer sur notre capacité à le contrôler, on réglera jamais le sujet de la distorsion sociale, pour ne prendre que cet exemple, avec le Brésil, ou enfin en tout cas tous ces pays du Mercosur. Donc cet accord restera déloyal quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qui ferait un Mercosur acceptable aux yeux des jeunes agriculteurs et de la FNSEA? Ça serait un Mercosur qui respecte l'intégralité de nos standards de production, de nos normes de production, et vous voyez bien qu'aujourd'hui on est bien loin du compte, et que c'est pas en gagnant un mois de plus qu'on arrivera à mettre tout ça dans la balance. Néanmoins, je le dis parce que le moment que nous vivons aujourd'hui en tant que citoyens, en tant que Français, en tant qu'Européens, est crucial, parce que on parle beaucoup du Mercosur, mais ce qu'on oublie de parler, c'est qu'il y a des enjeux géopolitiques avec des puissances externes de l'Union européenne qui s'exercent. Et donc on a besoin quand même d'avoir une Europe souveraine, unie, sur le plan politique, sur le plan agricole, sur le plan industriel. Sur ce plan-là, Pierrick Orel, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, mais c'est le travail que la France doit mener. C'est celui que nous, hier, agriculteurs, nous avons mené avec succès, puisque nous nous sommes mobilisés, l'ensemble des syndicats européens, pour dire stop à cet irrespect de la Commission européenne pour l'ensemble des agriculteurs européens. Avez-vous obtenu de Sébastien Lecornu l'assurance, la garantie que la France ne signerait pas si les exigences tricolores ne sont pas remplies? Ils ont toujours maintenu cette ligne, c'est-à-dire que si les exigences qu'aujourd'hui la France porte ne sont pas entendues, c'est un accord qui ne passe pas pour la France. Et on le voit bien. Vous croyez Matignon sur ce plan-là? Mais au-delà de croire Matignon, je crois aussi l'Assemblée nationale qui s'est exprimée très fortement sur ce sujet, et je crois que c'est l'ensemble de la volonté des Français. Vous avez levé tous les blocages? Alors, nous, jeunes agriculteurs, on avait en partie des blocages. Certains sont levés, d'autres ont encore besoin d'exprimer un certain nombre de choses. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'appelle pas à bloquer les Français et les axes routiers pendant Noël. Parce que, tout simplement, je respecte ce moment familial, ce moment un petit peu tranquille, et on n'a pas besoin de prendre les Français en otage dans ce moment-là. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, Pierrick Orel, c'est ce que vous avez dit dans la cour de Matignon quelques heures plus tôt, c'est que vous appelez à une trêve des blocages pendant la période de Noël. Tout à fait. Mais à lever les blocages pendant cette période. On va lever les blocages pendant cette période-là. Néanmoins, vous le disiez et je l'ai dit, c'est une trêve. Ce qui dit trêve dit reprise en début d'année. Si alors, question, c'est la trêve jusqu'à quand? Parce que Noël, c'est le 25 décembre. Noël, c'est le 25 décembre. Et puis, voilà. Tout début d'année, si nous n'avons pas obtenu ce que nous avons poussé, on se remobilisera, parce que les agriculteurs sont en attente de réponses concrètes, parce que aujourd'hui on a eu un mois sur le Mercosur, mais il nous reste les questions du budget de la PAC, il nous reste les mesures d'ajustement carbone aux frontières, et il nous reste surtout en France
un certain nombre de décrets à prendre sur la loi du plomb, sur la loi d'orientation de renouvellement des générations agricoles et sur le sujet de la prédation lupine notamment. Tout ce que vous dites est très important et peut-être d'ailleurs que ce n'est pas forcément dans tous les radars et dans tous les scopes, et en particulier des téléspectatrices et des spectateurs de Figaro TV. Donc on va y revenir un petit peu, notamment sur les questions européennes, mais juste sur la question des blocages. Le pouvoir aujourd'hui, et par la voix de la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, ce matin, dit qu'il ne tolérera pas les blocages. Et la coordination rurale, de son côté, je cite, proclame qu'elle ne tremblera pas face à Nunez. Et vous dites qu'il y a encore des blocages, même de la part de certains militants de votre groupe. Qu'est-ce que vous répondez au gouvernement? Vous vous dites que c'est raisonnable ce que dit le gouvernement, ou bien vous comprenez le jusqu'au boutisme de certains? Moi, je voudrais vous dire et dire aux téléspectatrices et aux téléspectateurs qui nous écoutent que on a un moment très compliqué en agriculture et que, évidemment, on a envie d'être très visible et qu'on a beaucoup de choses à dire et que le gouvernement, l'État porte une part de responsabilité importante là-dedans. Mais je voudrais dire aussi que on a besoin de retrouver un peu de rationalité, un petit peu de calme, parce qu'on a un certain nombre de sujets qui sont très éruptifs. Et moi, ce que je voudrais appeler aussi, c'est attention à la politisation de sujets qui sont hyper importants, de sujets qui pourraient être déviés. Et les questions agricoles, en ce moment, sont l'objet d'une récupération politique. Et c'est pas ça qui va répondre à la crise. Ce qui va répondre à la crise, c'est de comprendre de quoi on parle, d'écouter et après d'apporter des réponses construites et pas de reprise et de battage politique médiatique. Évidemment que ça fait des belles images, et évidemment que tout le monde est content. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas prendre ni les Français en otage sur les trêves de Noël parce que personne ne comprendrait le message et que c'est encore une fois un moment de convivialité en famille et on ne peut pas faire ça. Par contre, ce qui nous oblige à rester au travail avec les pouvoirs publics et ne jamais rien lâcher sur les sujets qui nous concernent. 78% des Français ne font pas confiance au gouvernement, ni aux partis politiques d'ailleurs, pour gérer la crise, ni à l'Europe. C'est ce que révèle notre sondage Odoxa et Backbone pour Le Figaro, publié ces dernières heures. Et vous? Alors nous, je me parjurerais si je vous dirais qu'on fait totalement confiance au gouvernement. Et à l'Europe? La preuve, et à l'Europe encore plus, puisqu'on était mobilisés hier. La réalité, c'est qu'on a besoin aujourd'hui, parce que c'est notre institution, elle est faite comme ça, et c'est tant mieux, d'avoir des poids politiques importants pour pousser nos idées, pour pousser les objectifs. Et que ce soit français ou européen, penser que renverser la table, mettre le chaos et dire que ça serait mieux plus tard, nous, écoutez, c'est pas notre philosophie, on veut construire étape par étape. Néanmoins, on a besoin de retrouver un certain nombre de gages de confiance qui ne sont pas des paroles, mais des actes et des preuves d'amour. Quand je vous parle de décrets signés avant la fin de l'année, ça, par exemple, ça constitue des gages solides pour nous dire, ben voilà, on vous a entendu, on s'était engagé, on l'a fait. Quels sont les décrets que vous attendez du gouvernement? Les décrets d'application, notamment de la loi contrainte qu'on a beaucoup débattue cet été, la loi Duplon-Menonville, la loi d'orientation et de renouvellement des générations en agriculture, qu'on a construite avant les mobilisations de 2023-2024, mais qui a été amendée pour répondre à un certain nombre de problèmes. Et des décrets d'application de la loi ne sont toujours pas pris. Qu'est-ce qui fait obstacle, en tous les cas, que vous disent vos interlocuteurs, quand vous leur demandez justement l'application de ces lois par les signatures de ces décrets? Quelles sont les objections que vous font vos interlocuteurs? Les objections, c'est que y a une cacophonie politique, on change de gouvernement trop rapidement. Oui, les dossiers sont pas en haut de la pile. Exactement, c'est tout ça est dans un brassage de machines à laver, voilà, où on a le temps de rien. Et voilà, nous, c'est pas une réponse qui nous satisfait. Tout ça, c'est pas de notre ressort. Il faut que le temps politique soit beaucoup plus rapide et que la prise de décision qu'on annonce soit effective rapidement. Les agriculteurs ne le comprennent pas et c'est bien légitime. 60% des troupeaux sont vaccinés dans l'Aude, 30% en Ariège. C'était les chiffres qui étaient donnés ce vendredi matin. Donc des bêtes qui sont vaccinées pour faire face donc, à l'épidémie de dermatose nodulaire. Est-ce que la vaccination progresse?
Alors, oui, la vaccination progresse, mais là, encore une fois, je voudrais rappeler quelques vérités. C'est qu'il y a quelques mois, nous alertions la ministre sur le sujet de la disponibilité des vaccins, sur le sujet de la territorialité et de la temporalité. Alors, la disponibilité, ça tout le monde comprend. La territorialité, vous pouvez préciser? Bien sûr, c'est le sujet de dire la DNC peut bouger sur le territoire, puisqu'à l'époque, la dermatose nodulaire contagieuse peut bouger sur le territoire. Et donc, munissons-nous de moyens pour répondre si toutefois cette DNC bougerait sur le territoire. Je précise qu'à l'époque, elle était dans le massif jurassien, après avoir passé par les Savoies et la vallée du Rhône. L'histoire a donné raison, j'aurais préféré avoir tort. On l'a retrouvée dans les Pyrénées, dans l'arc pyrénéen, et là, on n'avait pas ce qu'il fallait pour répondre tout de suite. Ce que vous êtes en train de me dire, Vieri Correl, c'est qu'au moment où l'épidémie apparaît sur le territoire national et que des premières mesures d'ailleurs d'abattage sont prises, le pouvoir politique, et en particulier le ministère de l'Agriculture, tarde à lancer une campagne de vaccination massive alors que vous le demandiez. Alors, je voudrais être extrêmement précis sur tout ça parce que ça engage un certain nombre de points qui peuvent être des fois contradictoires. J'y reviendrai. Quand la maladie, le 19 juin, apparaît sur le territoire français, la réponse est adaptée, est bien comprise et bien mise en place dans les Savoies. Elle repose sur un triptyque, c'est dépeuplement, vaccination et arrêt des mouvements d'animaux. C'est-à-dire qu'on ne déplace pas les animaux, ce qui permet... C'était assez drastique d'ailleurs, ce que disent les éleveurs de Savoie. Hein. Ça a été drastique, mais c'est ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est que ça a fonctionné et qu'eux, aujourd'hui, ils n'ont plus de DNC et qu'aujourd'hui, ces éleveurs-là reproduisent, sont en production et c'est tant mieux. Et c'est ce qu'il faut dire aussi. Et en fait, quand on voit que la maladie peut bouger, parce que le vrai sujet de la DNC, c'est pas tant les vecteurs qui en ce moment sont pas nombreux, puisque les mouches en hiver, il y en a beaucoup moins et les temps, c'est qu'il y a des mouvements illégaux d'animaux, non déclarés, intempestifs, qui viennent répandre la maladie sur le territoire. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut augmenter les contrôles, parce que sans ça, ça marche pas, et quand on en contrôle un qui a fait une bêtise, on le punit sévèrement. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut organiser sur ces territoires une vaccination efficace. C'est ce qu'on voit se mettre aujourd'hui en place dans l'arc pyrénéen. Mais par exemple, en Ariège, notamment, certains éleveurs et certaines fermes se plaignent du fait que ces vaccinations, ces vaccins ont été demandés depuis très longtemps, depuis octobre, et ce n'a pas été fait. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vaccine un animal, on ne peut plus commercer cet animal sur les marchés extérieurs. Ces zones-là, pour le dire de manière un peu schématique, exportent des animaux vers l'Italie, des animaux vivants. Et si ce sont des animaux vaccinés, la réglementation nous interdit l'exportation, ce que tout le monde peut comprendre, puisque l'Europe veille à ne pas répandre la maladie sur son territoire. Et donc, une fois qu'on a demandé une vaccination plus massive, on a engagé beaucoup plus d'animaux avec des impacts beaucoup plus larges qui viennent, je le dis aussi, impacter le marché intérieur. C'est-à-dire que ces animaux qui ne sont pas valorisés à l'extérieur vont devoir trouver une valorisation sur le territoire national. Et donc un effondrement ou en tout cas un impact sur les cours, que ce soit en lait ou en viande. On a parlé justement donc de la vaccination, de la campagne de vaccination qui progresse. On a parlé également des problèmes de décret d'application. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux, en tous les cas aujourd'hui pour vous, qui sont absolument cruciaux pour ne pas justement reprendre la campagne de blocage, en tout cas côté jeunes agriculteurs ? Il y a encore un sujet, même s'il y en a d'autres, le sujet notamment de cette mesure d'ajustement carbone aux frontières qui aujourd'hui, les réponses qui nous sont apportées ne sont pas suffisantes. Est-ce que vous pouvez préciser justement ? Oui. Pas que ça pour vous. C'est une taxe qui, sur le fond, est une taxe plutôt cohérente. La taxe carbone ? La taxe carbone qui permet d'avoir un petit peu plus de moyens à l'Europe. Donc sur ça, pas de sujet. Puis qui, par ailleurs, est une mesure miroir qu'on demande sur le Mercosur, mais que là, voilà, on met en place. Le fait est, c'est qu'on n'est pas suffisamment adapté aujourd'hui pour produire de l'engrais et être souverain sur l'engrais, notamment en Europe, de manière à ne pas contraindre les charges d'engrais pour les agriculteurs. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, aujourd'hui, avec l'application de cette taxe, vous allez vous retrouver avec 40 à 50 euros de l'hectare en plus que devront payer les producteurs céréaliers pour faire face à cette taxe. Aujourd'hui, les cours mondiaux et la marge ne leur permettent pas de pouvoir finalement équilibrer leur comptabilité à cause de ça. Quelles sont les prochaines étapes pour vous ?
Les prochaines étapes pour nous, ça va être très concrètement observer ce que a donné le rendez-vous d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il nous faut les décrets, on l'a dit, il nous faut aussi renverser les positions sur la Sébastien Lecornu prédation. s'y est engagé sur les décrets? Sébastien Lecornu s'est engagé à rédiger une lettre aujourd'hui avec un certain nombre de points. C'est ça qu'on va observer. Et si le compte n'y est pas, on sera obligé de s'approcher de Noël pour les blocages. Je le redis, il n'y aura pas de blocage à Noël, mais enfin, il faudra quand même tenir dans le temps pour maintenir un rapport de force. Noël n'est que le 25 décembre. Noël n'est que Ce le que vous êtes en train de me dire, c'est que ça peut recommencer soit le 26, soit après le premier de l'an. Tout à fait. Merci beaucoup Pierre Correl, merci Si. d'être venu sur le plateau de Point de Vue et de nous avoir apporté toutes ces précisions. Et bien évidemment, on va continuer à suivre ça, à suivre tout ce dossier, toute cette mobilisation, notamment à travers le live text du